La bague volée qui a fait s'effondrer un empire d'1 milliard. La vengeance d'Eleanor. La musique au gala de Davenport Capital était si assourdissante, le champagne si abondant, qu'au début, personne n'entendit les sirènes. Ce n'était qu'une plainte lointaine et faible contre l'horizon de Madrid. Mais alors, la musique se coupa. Elle ne s'estompa pas, elle s'arrêta net. Un silence pesant tomba sur la salle de bal, brisé seulement par le crissement des pneus sur l'asphalte en contrebas. Toutes les têtes se tournèrent vers les majestueuses portes en chêne. Celles-ci s'ouvrirent violemment, non pas avec la courtoisie d'un huissier, mais avec le claquement métallique dur d'une serrure électromagnétique qui se relâche. Lorsque 2 agents en uniforme entrèrent, une femme vêtue d'une robe Versace rouge, dont la main brillait d'un diamant de la taille d'un bonbon, resta pétrifiée. Son rire mourut dans sa gorge. Elle avait été la reine de la fête, mais son règne était terminé. Car, debout juste derrière la police, le visage couvert d'un masque de calme et de froide fureur, se trouvait la véritable Madame Davenport. Eleanor Davenport était assise dans la bibliothèque de son domaine, à la périphérie de Séville. La pièce était silencieuse, sauf pour le tic-tac rythmé d'une horloge de parquet du 19e siècle. La maison, de plus de 1000 mètres carrés, était vide. Le personnel avait eu sa soirée de libre. Son mari, Richard, avait insisté. « C'est juste un petit événement du secteur, Ellie », lui avait-il dit ce matin-là, sans la regarder dans les yeux, alors qu'il ajustait son costume Tom Ford à 7000 €. « Tu t'ennuierais à mourir, pur jargon professionnel. Reste à la maison. Détends-toi, détends-toi », murmura-t-elle le mot dans la pièce sombre, aux lambris de chêne. Le mot avait un goût de cendre dans sa bouche. Elle ne s'était pas détendue depuis 3 ans. Pas depuis qu'elle était arrivée. Scarlett Vance. Le nom lui-même ressemblait à une violation. Elle avait commencé comme assistante exécutive de Richard. En 6 mois, elle était vice-présidente des communications, un titre qui semblait impliquer peu de communication et énormément de voyages d'affaires en Méditerranée. Eleanor n'était pas idiote. Elle avait été expert comptable judiciaire avant d'épouser Richard, quand il n'était qu'un trader ambitieux et affamé, avec plus de charme que de capital. C'était elle qui avait équilibré ses premiers livres de comptes, qui avait vu le génie et le danger dans ses stratégies agressives. Il l'avait supplié d'arrêter quand ils avaient réussi. « Je veux te protéger de ce monde », lui avait-il dit. « Sois ma femme, pas mon comptable. » Elle comprenait maintenant. Il n'avait pas voulu la protéger. Il avait voulu l'aveugler. Ce soir, c'était le lancement de son nouveau fonds mondial, Apex, un colosse d'1 milliard d'euros, et il le célébrait au Mandarin oriental, à Barcelone, sans sa femme. L'ordinateur portable d'Eleanor était ouvert, non pas sur ses emails, mais sur un blog du secteur en direct, Murmurs de Wall Street. Il couvrait le gala. L'écran s'actualisa, et il était là. Richard, souriant, son bras possessivement enroulé autour de la taille d'une femme. Scarlett Vance. Elle était moulée dans une robe Versace rouge sang qui ne laissait rien à l'imagination. Ses cheveux, une cascade blond platine, tombaient sur ses épaules. Elle semblait triomphante. Elle ressemblait à l'hôtesse. Eleanor sentit le nœud froid et familier se resserrer dans son estomac. Ce n'était pas seulement de la jalousie. C'était une émotion simple et brûlante. Ceci était quelque chose de plus froid, de plus profond. C'était la panique glaciale de l'insignifiance. Non seulement il la trompait, mais il la remplaçait, l'effaçait. Elle observa le flux vidéo de mauvaise qualité, ses doigts traçant le bord d'un verre de vin non bu. Elle vit Scarlett rire, ce rire bruyant
et théâtrale qui agaçait toujours Eleanor. Elle la vit toucher la poitrine de Richard. Elle la vit échanger avec les investisseurs, agissant comme si c'était elle qui avait construit cet empire à ses côtés. « Tu t'ennuierais, Ellie. » La voix de Richard résonna dans son esprit. « Non, Richard, » dit-elle à l'écran. « Je ne m'ennuierai pas. Je serais furieuse. » Elle était sur le point de fermer l'ordinateur portable. L'humiliation était trop forte. C'est alors que le blogueur publia une nouvelle photo. Un instantané haute résolution. Scarlett était au centre d'un petit groupe, sa main gauche levée, tenant une coupe de champagne. La caméra avait fait la mise au point, avec une clarté presque pornographique, sur la bague qu'elle portait. Ce n'était pas son diamant habituel. C'était nouveau. C'était impossible. C'était un diamant canari taille coussin. Énorme. Au moins 2 carats pour l'œil expert d'Eleanor. Une pierre impeccable, éblouissante, impressionnante, qui brillait d'un jaune doré sous les lumières de la salle de bal. Eleanor cessa de respirer. Le sang quitta son visage. Ce n'était pas la taille qui la choquait, ni même l'audace de la porter à sa fête. C'était la bague elle-même. Elle connaissait cette bague. Elle connaissait la monture en platine filigranée et unique. Elle connaissait les 2 petits diamants blancs, taille trillium, qui flanquaient la pierre centrale. Et elle savait avec une certitude effrayante que cette bague n'appartenait pas à Scarlett Vance. Elle n'appartenait même pas à Richard. Cette bague, connue sous le nom de diamant héritage Harcourt, était une relique familiale Davenport depuis 4 générations. C'était la bague que l'arrière-grand-père de Richard avait donnée à son arrière-grand-mère. C'était la bague que Richard avait donnée à Eleanor le jour de leur mariage. Et elle était censée, en ce moment même, être enfermée dans son coffre-fort à contrôle de température et sécurité biométrique, 3 étages au-dessus de sa tête. Il n'avait pas seulement donné une nouvelle bague à sa maîtresse. Il avait volé la bague de sa femme, la bague de sa famille, et la lui avait donnée. La froide panique s'évanouit, remplacée par un soudain brasier de rage chauffé à blanc. Non seulement il la remplaçait, mais il volait son passé. Eleanor se leva, sa chaise raclant durement le parquet. Le moment de se détendre était terminé. Le moment d'être la femme calme et solidaire était terminé. L'expert comptable judiciaire, la femme que Richard avait essayé d'enterrer, était complètement réveillée. « Tu veux parler affaires, Richard ?» murmura sa voix tremblante d'une clarté terrifiante et nouvellement découverte. « Parlons affaires. » Elle n'allait pas seulement aller à la fête. Elle allait y mettre fin. La salle de bal du Mandarin oriental était une mer de cravates noires et de robes de créateurs. Un témoignage brillant de la force de Richard Davenport. La pièce bourdonnait du vrombissement électrique de l'argent nouveau et du pouvoir ancien. Au centre de cet univers, orbité par des investisseurs flatteurs et des partenaires nerveux, se trouvait Scarlett Vance. Scarlett avait 28 ans et savait, avec la certitude inébranlable d'une prédatrice, que c'était sa nuit, son arrivée. La robe Versace rouge était une arme, et elle la maniait avec précision. Chaque homme dans la salle, marié ou non, laissait ses yeux s'attarder. Chaque épouse sentait une pique d'insuffisance. C'était exactement ce que Scarlett voulait. Le pouvoir dans son monde n'était pas seulement l'argent. C'était l'attention. Et ce soir, elle avait toute l'attention. « Richard, chérie » ronronna-t-elle, entrelaçant son bras avec le sien. Le sénateur Matthews a l'air assoiffé. Tu devrais aller le saluer. Je m'occupe des Jennings. Richard Davenport, un homme qui commandait des salles de marché, hocha simplement la tête. Bonne idée, mon ange.
Il lui donna un baiser sur la joue, un geste si décontracté, si possessif, qu'une nouvelle vague de murmures parcourut la foule. Scarlett dirigea son sourire à 1 million d'euros vers Mark et Chloe Jennings. Mark était le partenaire junior de Richard, un homme nerveux et perpétuellement en sueur, qui devait toute sa vie à Richard. Sa femme, Chloe, était une brune calme qui avait toujours été polie mais froide. Scarlett la détestait. « Chloe, Mark, n'est-ce pas simplement divin? » Scarlett déborda d'enthousiasme, gesticulant de manière expansive avec sa main gauche, s'assurant que la lumière capte l'énorme diamant jaune. Les yeux de Chloe se fixèrent sur la bague. Son souffle se coupa. Elle connaissait Eleanor. Elle avait été dans la maison. Elle avait vu cette bague. Elle regarda de la bague au visage suffisant de Scarlett. Puis vers Mark, ses yeux écarquillés par la panique. Mark secoua simplement la tête, un geste petit et désespéré. « Ne dis rien. C'est une belle fête, Scarlett, » réussit à dire Chloe, la voix tendue. « Oh, ce n'est rien. » Scarlett agita sa main à nouveau, une symphonie d'éclats. « Juste une petite chose que Rick et moi avons organisée. Il a travaillé si dur, et il est si généreux. » Elle se pencha, baissant la voix en un murmure complice, bien que ce fût assez fort pour que tous les proches entendent. Je lui ai dit que c'était trop. Rick, chéri, un canari de 2 carats. C'est obscène, lui ai-je dit. Mais il a insisté. Rien n'est trop beau pour ma reine, a-t-il dit. Chloe se sentit physiquement malade. Excusez-moi, murmura-t-elle, se retournant et se dirigeant vers le bar. J'ai besoin d'un peu d'air. Le sourire de Scarlett s'aiguisa. Une de moins. Elle adorait ça. Elle adorait le choc, l'envie, le dégoût mal dissimulé. C'était toute une forme de respect. Elle avait fait ce qu'aucune de ses épouses fragiles et ennuyeuses n'avait eu le courage de faire. Elle avait pris ce qu'elle voulait. Richard était un requin et respectait les autres requins. Eleanor, dans sa maison de campagne tranquille, n'était qu'une proie. La fête était un tourbillon de Dom Pérignon, de canapés au homard et de proies flatteuses. Scarlett s'appropria le centre de la scène, racontant des histoires sur le génie de Rick, insinuant subtilement son influence sur le fonds Apex. « Vous voyez, » expliqua-t-elle à un cercle de gestionnaires de fonds spéculatifs. Rick était trop concentré sur les actions nationales. C'est moi qui l'ai poussé à regarder les marchés émergents. Le risque est là où se trouve la vraie récompense. Ne croyez-vous pas? Les hommes, la plupart ayant le double de son âge, hochèrent la tête, hypnotisés moins par sa perspicacité financière que par la pure audace de sa performance. Richard l'observa depuis l'autre côté de la salle, avec une expression compliquée sur le visage. Fierté, oui, mais aussi un éclair d'appréhension. Elle était audacieuse, peut-être trop audacieuse. Le stratagème de la bague avait été son idée. « C'est de la dynamite, cette fille », dit le sénateur Matthews, tapotant le dos de Richard. « Elle te garde sur le qui-vive, je parie. »« Elle est inestimable, » répondit Richard, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. La nuit avançait. Scarlett, avec 3 coupes de champagne dans le ventre, devenait plus bruyante. Elle décrivait son dernier voyage d'affaires à Ibiza, détaillant le yacht que Richard avait loué. Elle fanfaronnait. Ce n'était plus un jeu de pouvoir subtil. C'était un étalage vulgaire de victoire. « Et Eleanor? Comment va-t-elle? » demanda une femme plus âgée. L'épouse d'un membre du conseil, avec un regard pénétrant et perçant. Le visage de Scarlett adopta un masque de pitié parfaite et condescendante. « Oh, pauvre Eleanor !» soupira-t-elle, touchant son cœur. «
Elle ne va pas très bien, vous savez. Elle ne va pas bien depuis des années. La pression, la vie publique, tout cela était trop pour elle. C'est pratiquement une recluse maintenant. Richard a été un saint absolu de s'occuper d'elle. Mais, à un moment donné, eh bien, un homme doit vivre sa propre vie, non? Le mensonge fut si audacieux, si parfaitement prononcé, que la femme grimaça. C'était un échec, et mat. Scarlett venait, un seul souffle, de congédier l'épouse, de la peindre comme instable, et de canoniser Richard, et par extension, elle-même, sa nouvelle soignante. Elle leva son verre, le diamant Harcourt, étincelant comme un phare. Un toast, annonça-t-elle à son cercle, au nouveau départ, et au fait d'obtenir exactement ce que vous méritez. Alors que les verres s'entrechoquaient, un son différent commença à filtrer depuis la rue. 50 étages plus bas, une plainte tenue et aiguë, une sirène, puis une autre. Scarlett fronça les sourcils, agacée par l'interruption. « Ce doit être un exercice incendie, » murmura-t-elle. Mais les sirènes devinrent plus fortes, plus proches. Elles ne s'estompaient pas. Elles arrivaient. Un jeune coordinateur d'événements se précipita vers Richard, le visage pâle. « Monsieur Davenport, il y a des agents de police dans le hall. Ils demandent après vous. » Le bourdonnement de la fête commença à se taire. Les gens se détournaient du bar, leur conversation défaillant. Le sang de Richard se glaça. « La police? Pourquoi? Une plainte pour tapage? »« Non, monsieur, » bégaya le coordinateur. « Ce ne sont pas ceux de la police locale. Ce sont des détectives et... Monsieur, ils sont avec votre femme. » Avant que Richard ne puisse même traiter cela, les grandes doubles portes de la salle de bal s'ouvrirent violemment. La musique s'arrêta. Le silence soudain et suffocant fut brisé seulement par le clic-clac des talons hauts sur le sol en marbre. Tous les yeux dans la salle se tournèrent. Eleanor Davenport était là. Elle ne portait pas de robe de bal. Elle portait un tailleur pantalon, un Armani bleu, nuit parfaitement coupé. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sévère et élégant. Elle ressemblait moins à une épouse éconduite qu'à une PDG, sur le point d'annoncer une OPA hostile. La flanquant, il y avait 2 hommes en costume à l'aspect sombre. Derrière eux, 2 agents en uniforme. Scarlett Vance, avec sa coupe de champagne à mi-chemin vers ses lèvres, se figea. Le rouge sang de sa robe sembla soudain criard. Bon marché. Le diamant jaune sur sa main sembla, pour la première fois ce soir-là, impossiblement lourd. Les yeux d'Eleanor scannèrent la salle, passant outre les visages choqués, passant outre les investisseurs, passant outre son mari pâle et tremblant. Son regard atterrit, avec l'impact précis de la balle d'un tireur d'élite, directement sur Scarlett. Elle fit un pas vers la salle, et le silence devint plus dense. La véritable Signora Davenport était arrivée. L'arrivée d'Eleanor fut une grenade à fragmentation jetée dans une salle de bal de cristal. L'air, quelques instants plus tôt rempli de rires et de conseils boursiers, était maintenant aspiré par un vide de choc pur et sans mélange. Richard Davenport fit un pas en avant, les mains légèrement levées. « Eleanor, qu'est-ce que cela signifie? Tu fais une scène. » La voix d'Eleanor était basse, mais elle traversa le silence comme un bistouri. « Ah oui, Richard? Est-ce moi qui fais une scène? Nous pouvons discuter de la scène que tu fais depuis 3 ans, ou nous pouvons discuter de celle que tu fais ce soir. » Elle fit un signe de tête à l'un des hommes en costume, le détective Michael Corrigan, une vieille connaissance de sa vie antérieure.
Monsieur Davenport, dit Corrigan, sa voix un baryton rauque qui n'avait pas besoin d'amplification. Nous sommes ici pour une plainte déposée par votre femme. Un murmure éclata. Une plainte. C'était une dispute domestique, jouée devant les personnes les plus puissantes d'Espagne. C'était mortifiant. C'était délicieux. Scarlett, qui avait été momentanément paralysée, sembla retrouver sa voix. Elle fit un pas en avant, se plaçant de manière protectrice devant Richard, une pantomime du couple dévoué. « Une plainte pour quoi? » cracha-t-elle, sa voix dégoulinant de venin. « Que son mari ne l'aime plus, qu'elle ne peut pas supporter de le voir heureux. On ne peut pas arrêter un homme pour ça. Quel pathétique! »« Nous ne sommes pas là pour lui, » dit Eleanor. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Scarlett s'arrêta. Le regard froid et calculateur d'Eleanor descendit du visage de Scarlett vers la pierre jaune brillante de sa main gauche. « Nous sommes là pour ça, » dit Eleanor. Scarlett serra instinctivement sa main contre sa poitrine. « Pour ma bague? Tu es folle. Rick me l'a acheté. C'est un cadeau. » Elle regarda Richard, ses yeux soudain suppliants. « Rick, dis-lui, dis à cette chienne folle que tu me l'as acheté. » Richard était blanc comme un linge. Il ne regardait pas Scarlett. Il regardait Eleanor. Une compréhension nouvelle et horrible naissant sur son visage. Ce n'était pas pour l'aventure. C'était pour autre chose. « Eleanor, non, » murmura-t-il. C'était une supplique. Eleanor l'ignora. Elle s'adressa au détective Corrigan. « Détective, comme je vous l'ai expliqué au téléphone, l'article sur la main de Mademoiselle Vance est le diamant héritage Harcourt, une relique familiale Davenport, léguée à moi après mon mariage. Sa valeur estimée est de 4 millions d'euros. Il était enfermé dans un coffre-fort privé chez moi. Je suis la seule propriétaire enregistrée. » Elle tenait un petit document relié en cuir, une expertise d'assurance. Elle continua en pointant un doigt ferme vers Scarlett. Elle est en possession de biens volés. Le halètement dans la salle fut collectif et aigu. Ce n'était pas une affaire domestique. C'était un vol. Le visage de Scarlett passa de suffisant à confus, puis à terrifié en l'espace de 3 secondes. « Volé? De quoi tu parles? Rick, dis-leur. » « Détective Corrigan, » continua Eleanor, la voix dénuée de toute émotion. « Mon mari, Richard Davenport, n'a pas accès au coffre-fort. Je suis la seule avec la clé biométrique. La seule façon dont il a pu obtenir cette bague a été de contourner les protocoles de sécurité, percer la serrure et la sortir de force de ma propriété privée. Ce n'est pas un cadeau, Mademoiselle Vance. C'est un grand larcin. »« Non !» hurla Scarlett. Le son était brut, animal. « Non, il ne ferait pas ça. Il m'aime. Il me l'a acheté pour moi. »« Madame, » dit le détective Corrigan, s'approchant de Scarlett, « je vais devoir vous demander d'enlever la bague et de la remettre. »« Touche pas. Non, éloignez-vous de moi. Elle est à moi. » Scarlett recula, gardant sa main hors de portée. « Rick me l'a donnée. C'est un symbole de notre amour. » « Notre amour? » Eleanor rit finalement. Ce fut un son terrible et sec. « Tu crois que cela a à voir avec l'amour? »« Pauvre petite fille stupide, » murmura-t-elle, juste pour elle. « Tu n'es pas sa reine, tu es sa garantie. » Elle s'approcha. « Il ne t'a pas donné cette bague parce qu'il t'aime. Il te l'a donnée parce qu'il est ruiné. » Scarlett se figea. « Quoi? »« Il est ruiné, » répéta Eleanor, plus fort cette fois, pour que la salle entende. Le Fonds mondial Apex est un château de cartes. Il a été endetté jusqu'à la limite pendant 18 mois.
Il a falsifié les livres, déplaçant de l'argent entre des sociétés écrans. Et, quand cet argent s'est épuisé, il a commencé à vendre des actifs. Elle se tourna vers la foule. Mes tableaux, mes obligations, et finalement, mes bijoux. Elle regarda à nouveau Scarlett. Il ne t'a pas donné cette bague, idiote. Il te l'a mise en gage. Le visage de Scarlett se vida de ses couleurs. L'humiliation était totale. Ce n'était pas un cadeau. Ce n'était pas une déclaration d'amour. C'était une transaction. Elle était un coffre-fort ambulant de haute classe. « Rick ?» gémit-elle en se tournant vers lui. Elle ment? Richard Davenport, le maître de l'univers, ne dit rien. Il regarda seulement le sol, son empire, sa réputation et sa vie s'effondrant autour de lui en temps réel. Son silence fut la seule confession nécessaire. « Madame, la bague. Maintenant, » ordonna Corrigan, sa patience épuisée. Scarlett commença à sangloter. De laids sanglots saccadés. Son masque, si parfaitement appliqué des heures plus tôt, commença à couler en rivières noires sur ses joues. Ce n'était pas la reine triomphante. C'était une enfant faisant une crise de colère. « Non, non, c'est à moi, » murmura-t-elle, essayant d'enlever la bague de son doigt. Mais ses mains tremblaient. Ses articulations étaient enflées par le champagne et l'ajustement serré. Elle ne bougeait pas. « Je ne peux pas. Elle est coincée, » gémit-elle. La scène descendit du drame de haut niveau à la farce pathétique. Scarlett, la maîtresse, pleurant et tirant sur une bague volée qui était maintenant physiquement piégée à son doigt. « Oh, pour l'amour de Dieu !» dit Eleanor avec dégoût. Elle regarda l'un des agents en uniforme. « Apportez le savon des toilettes exécutives. On dirait qu'elle va avoir besoin d'aide. » Pendant qu'un agent allait chercher le savon, le détective Corrigan se dirigea vers sa véritable cible. « Richard Davenport, » dit-il, sortant une paire de menottes. « La bague nous ouvre la porte, mais ce n'est pas ce pourquoi nous sommes ici. » Et c'est là que commença le vrai retournement de situation. Les sanglots pathétiques de Scarlett pour la bague coincée devinrent un bruit de fond. Le vrai drame, le point de bascule, se produisit dans la fraction de seconde où le détective Corrigan sortit les menottes. La tête de Richard se releva brusquement. Le regard sur son visage n'était plus seulement de l'humiliation. C'était de la peur brute et primaire. « Tes menottes? Michael, es-tu fou? C'est une bague, une dispute conjugale. Tu ne peux pas m'arrêter pour ça. » « Tu as raison, » acquiesça Corrigan, sa voix dangereusement calme. « Nous ne vous arrêtons pas pour la bague. Ça, c'est une affaire civile. Peut-être une accusation de délit grave de vol plus tard. Nous laisserons le procureur régler ça. » Il claqua une menotte sur le poignet gauche de Richard. « Richard Rick Davenport. Vous êtes en état d'arrestation pour 12 chefs d'accusation de fraude électronique, 6 chefs de fraude sur les valeurs mobilières et conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent. » Si le premier silence avait été pesant, celui-ci fut un trou noir. Les investisseurs, les membres du conseil, le sénateur Matthews, leurs visages passèrent du choc amusé à l'horreur glaciale. Ce n'était pas une histoire de la colonne des potins. C'était une histoire financière. C'était une histoire de prison. « C'est absurde !» bégaya Richard, tirant sur la menotte. « Mon fonds est solide. Nos rendements du 3e trimestre étaient de 20%. Vous n'avez pas de preuves. »« Oh, si nous en avons, Richard, » dit Eleanor, faisant un pas en avant. Elle n'était plus l'épouse éconduite. Elle était l'expert comptable judiciaire. C'était sa salle de conseil. « Il a raison, » dit-elle, s'adressant à la foule figée.
Le Fonds mondial Apex a bien publié un rendement de 20%. Ce que M. Davenport n'a pas mentionné dans son prospectus, c'est que ces rendements ont été générés par un seul client privé et hors livre. Elle fit un signe de tête à Corrigan, qui montra un épais mandat judiciaire. « Nous l'appelons le comte Argyle », annonça Corrigan, sa voix résonnant dans l'air mort. Un portefeuille non enregistré de milliards d'euros, appartenant à un consortium d'individus sanctionnés. Vos marchés émergents, Richard, n'étaient qu'un conduit. Vous avez blanchi de l'argent pour des oligarques et des trafiquants d'armes. Mensonge, rugit Richard. C'est une femme amère et hystérique. Elle me piège. Je le fais? La voix d'Eleanor était de glace. Tu t'es relâché, Rick. Tu avais l'habitude d'être si bon, si prudent. Mais elle fit un geste vers Scarlett en pleurs. Elle t'a rendu négligent. Tu es devenu arrogant. Tu pensais que je n'étais que la recluse que tu payais pour qu'elle se taise en Andalousie. Elle sortit une fine clé USB argentée de la poche de son tailleur. Vous teniez 2 ensembles de livres, Richard. Un pour la SEC, un pour vous. Vous avez oublié que c'est moi qui vous ai appris à faire ça. Et vous avez oublié que je garde toujours, ma propre copie. Elle lança la clé USB à Corrigan. C'est le vrai grand livre détective. Chaque transaction offshore, chaque fausse facture, chaque euro qu'il a nettoyé à travers le fonds Apex. Tout est là. La couleur quitta le visage de Richard. Il se jeta, non pas sur Corrigan, mais sur Eleanor. « Garce !» cria-t-il, son masque civilisé finalement tombé, révélant le monstre en dessous. « Tu m'as ruiné! Tu nous as ruinés! » Il fut arrêté par la menotte, entraînant Corrigan avec lui. Le deuxième détective et l'agent en uniforme l'encerclèrent, plaquant Richard contre une table de dessert. Une tour de coupe de champagne s'écrasa sur le sol, un éclat final et définitif du glamour de la nuit. Alors qu'il le relevait, menottant son autre main dans le dos, les yeux de Richard, injectés de haine, se fixèrent sur Eleanor. Pourquoi, Ellie? Pourquoi? C'était pour ça, cette humiliation. Eleanor marcha lentement vers lui, jusqu'à ce qu'ils soient à quelques centimètres l'un de l'autre. Toute la salle de bal était son public. « Tu crois que c'est pour elle? » murmura-t-elle. « Tu crois que c'est pour ton aventure? Oh, Richard, tu ne me connais vraiment pas du tout. » Elle se pencha plus près. « Je sais pour Scarlett depuis 3 ans. Je sais pour les livres falsifiés depuis 2. J'aurais pu dénoncer cela à tout moment. Mais j'ai attendu. J'ai attendu le moment parfait. J'ai attendu jusqu'à ce que tu sois si haut, si arrogant, que la chute soit totale. » Elle sourit, un sourire froid et effrayant qui n'atteignait pas ses yeux. « Ce soir, tu as lancé ton fonds d'1 milliard d'euros. Ce soir, tu as mis ma bague à son doigt. Tu ne m'as pas seulement trompé, Richard. Tu t'es moqué de moi. Tu pensais que j'étais stupide. Tu pensais que j'étais un accessoire que tu pouvais enfermer à la campagne. » Sa voix tomba en un murmure final et dévastateur. « Tu as raison. Je fais une scène. C'est la scène que je planifie. Non seulement tu vas aller en prison, Richard, mais tu vas aller en prison pauvre, et tous ceux que tu as un jour voulu impressionner vont te voir tomber. » Elle se tourna vers Scarlett, maintenant savonneuse, le visage rouge, qui avait finalement réussi à retirer le diamant Harcourt de son doigt. Un agent le prit, le plaçant dans un sac à preuves. « Et vous, mademoiselle Vance ?» dit Eleanor, non pas avec colère, mais avec quelque chose de bien pire, de la pitié. Vous n'étiez que, quel est le terme, l'idiote utile. Il n'allait jamais me quitter pour vous. Il avait besoin de mon silence. Et maintenant, haussa-t-elle les épaules? Il ne l'a pas. Scarlett la regarda fixement,
son monde entier, son amour, son statut de reine, révélé comme un mensonge pathétique et vide. Elle n'était pas une joueuse. Elle était le plateau. Eleanor se retourna et regarda la foule. Chloe Jennings, qui la regardait avec une expression d'étonnement et d'admiration. Le sénateur Matthews, qui appelait déjà discrètement son chef de cabinet. « Mes excuses pour avoir interrompu la fête, » dit Eleanor, sa voix claire et forte. « S'il vous plaît, profitez du reste de la soirée. Quant à moi, » elle regarda sa montre, « j'ai une réunion avec mon avocate spécialisée en divorce, et avec le procureur, et avec Forbes. » Elle se retourna et marcha. Elle ne courut pas. Vers la sortie. Ses talons résonnèrent sur le sol en marbre, le seul son dans la salle de bal ruinée. Un rythme constant et rythmé d'une guerre gagnée. La salle de bal se vida dans une inondation de panique et de murmures. Le gala du Fonds mondial Apex venait de devenir la scène de crime de la décennie. Les investisseurs se précipitèrent. Pas pour chercher leur manteau, mais pour chercher leur téléphone. Désespérés d'appeler leur courtier, pour retirer leur argent, pour se distancier des retombées radioactives de Richard Davenport. Les journalistes, qui avaient été là pour écrire des profils flatteurs, tweetaient maintenant frénétiquement le scoop financier de l'année. Davenport arrêté pour fraude massive. L'empire du roi des fonds spéculatifs. Un château de cartes, allègue l'épouse. Maîtresse, erreur et chute multimilliardaire. Au centre des décombres restaient 2 personnes. Le détective Michael Corrigan rangeait la clé USB avec un visage sombre. « Nuit d'enfer, Ellie », dit-il, bien qu'elle fût déjà partie. L'autre était Scarlett Vance. Elle n'était plus la reine. Elle était un fantôme dans une robe rouge. Son maquillage était un désastre. Ses cheveux ébouriffés. Elle s'assit sur le bord de la scène où Richard s'était apprêté à donner son discours triomphal. Ses talons à 4 000 € jetés à côté d'elle. Elle tremblait, malgré la chaleur de la pièce. Un jeune agent en uniforme, à peine plus âgé qu'elle, s'approcha avec prudence. « Madame, nous allons avoir besoin que vous veniez au commissariat, juste pour faire une déclaration. » Scarlett leva les yeux, ses yeux vides. « Une déclaration? Une déclaration sur quoi? Je ne savais pas. Je l'aimais. » L'agent soupira. « Nous avons juste besoin de savoir ce que M. Davenport vous a dit sur la bague et sur ses affaires. » « Ses affaires? » Scarlett lâcha un rire hystérique et aigu. « Je ne savais rien de ses affaires. J'étais vice-présidente des communications. J'écrivais des communiqués de presse. Je planifiais... ça. » Elle fit un geste vers les ruines de la fête, la tour de champagne renversée, les assiettes de caviar abandonnées. « Je pensais qu'il m'aimait, » murmura-t-elle, les larmes recommençant, cette fois calme, désespérée. Il a dit que j'étais son avenir. Il a dit qu'Eleanor était malade. Il a dit que le divorce était presque finalisé. Elle l'avait cru. Chaque mot. Elle avait cru au voyage, aux cadeaux, aux promesses murmurées au milieu de la nuit. Elle avait vu la bague, non pas comme un objet volé, mais comme son droit, son trophée, pour avoir gagné la guerre. Maintenant, elle voyait la vérité. Elle était un pion, une commodité, un coffre-fort temporaire. La compréhension fut plus froide que les menottes qu'ils avaient mises à Richard. « Il m'a utilisé, » dit-elle, les mots ayant un goût de poison. Cette garce, elle avait raison. Il m'a utilisé pour le cacher. Il me l'a mis dans la main et m'a promené devant tout le monde. Il se moquait de moi aussi. Il avait fait d'elle le visage public de son vol. Il avait fait d'elle une complice. « Madame,
Nous devons y aller, dit l'agent, avec plus de fermeté. Scarlett regarda la robe rouge. La Versace. Elle avait dépensé 2 mois de son salaire pour elle, juste pour impressionner ses amis. Elle avait jeûné pendant 3 semaines pour rentrer dedans. Elle avait imaginé cette nuit 1000 fois, entrant au bras de lui. Les murmures, l'envie, sa victoire. Elle avait eu les murmures. Elle avait eu l'envie. Mais tout était un mensonge. Alors que l'agent l'aidait à se lever, elle vit un reflet dans l'un des miroirs massifs de la salle de bal. Elle vit une femme pathétique et criarde, avec des yeux de raton laveur et un ourlet déchiré. Elle avait dû le déchirer quand Richard s'était jeté en avant. Elle n'était pas une reine. Elle était une blague, une note de bas de page dans l'histoire de la spectaculaire vengeance d'Eleanor Davenport. Elle pensa à Eleanor. La coupe froide et parfaite de son costume. La confiance absolue. Inébranlable. L'intelligence qui rayonnait d'elle comme un champ de force. Eleanor n'avait pas été une recluse. Elle avait été une générale, planifiant une guerre. Et Scarlett. Scarlett avait été la distraction aux couleurs vives et stupidement bruyantes envoyée par-dessus la tranchée pour attirer la première salve de tir. « Je vais avoir besoin d'un avocat, n'est-ce pas? » demanda-t-elle à l'agent. Sa voix une chose petite et brisée. « C'est probablement une bonne idée, madame, » répondit-il, la dirigeant vers l'ascenseur de service, loin des caméras indiscrètes qui clignotaient encore dans le hall. Alors qu'on les emmenait, elle vit le diamant Harcourt assis dans son sac à preuve en plastique sur une table. Ce n'était qu'un caillou jaune et brillant. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas un avenir. C'était juste une erreur très, très coûteuse. Son erreur. Les portes de l'ascenseur se fermèrent et Scarlett Vance, la femme qui voulait être reine, partit. Le voyage de retour en Andalousie fut un contraste marqué avec le chaos de Barcelone. Eleanor s'assit à l'arrière d'une voiture privée qu'elle avait réservée à l'avance, les lumières de la ville défilant à toute vitesse par les fenêtres teintées. Elle était, pour la première fois depuis des années, parfaitement et complètement calme. L'enfer de la rage s'était consumé, laissant derrière lui la satisfaction froide et propre d'un travail bien fait. Son téléphone, qui avait été en mode silencieux, était maintenant une brique vibrante dans son sac. Des douzaines de SMS, d'appels d'amis à qui elle n'avait pas parlé depuis des mois, de familles, de journalistes, de cabinets d'avocats. Elle les ignora tous. Elle pensa au regard sur le visage de Richard, la trahison brute et incompréhensible. Il ne l'avait pas crainte. Il ne l'avait pas respectée. Il l'avait, au mieux, prise en pitié. Il l'avait vue comme une relique de sa vie antérieure, une obligation domestique ennuyeuse. Il avait oublié qui elle était. Son esprit vagabonda. 10 ans en arrière, quand elle était Eleanor Price, l'étoile montante de la comptabilité judiciaire chez Deloitte, on lui avait assigné un audit de haut profil. La société était Apex Trading, une petite firme agressive dirigée par un requin charismatique, Richard Davenport. Elle trouva les irrégularités en 3 jours. Il les avait bien cachées. Mais elle était meilleure. Elle vit les comptes fantômes, les erreurs d'arrondi qui arrondissaient toujours en sa faveur. Elle l'avait confronté, et lui, à sa grande surprise, s'était senti complètement fasciné. Il n'était pas en colère. Il était impressionné. Personne n'avait repéré ça, avait-il dit, les yeux brillants. « Tu es brillante. » Il ne se contenta pas d'arranger les livres. Il lui demanda de sortir dîner. Il la poursuivit avec la même concentration implacable
et prédatrice qu'il appliquait au marché. C'était enivrant. Il la fit se sentir comme la seule femme au monde. Il la convainquit que son talent était gaspillé à auditer les empires des autres. « Aide-moi à construire le nôtre », la supplia-t-il. Et elle l'avait fait. Elle l'épousa. Elle quitta son travail. Elle utilisa sa brillance pour l'aider à structurer les mêmes fonds qui feraient de lui un milliardaire. Et pendant un temps, c'était bon. C'était parfait. Puis l'argent devint trop gros. L'homme qu'elle avait épousé, celui qui était impressionné par elle, commença à la craindre. Il commença à l'isoler. D'abord, des décisions d'affaires. Ne t'inquiète pas pour ta jolie tête, Ellie. Puis, de sa vie. Les soirées tardives, les dîners avec les clients. Et ensuite, Scarlett. L'arrivée de Scarlett avait été une bénédiction déguisée. Ce fut la gifle au visage dont Eleanor avait besoin. Cela la réveilla de la cage dorée qu'elle avait aidé à construire. Pendant 2 ans, alors que Richard pensait qu'elle faisait du jardinage et organisait des déjeuners de charité, elle avait travaillé. Elle avait construit un serveur fantôme, routé à travers 3 continents. Elle avait dupliqué ses disques durs. Elle avait observé, avec la précision froide d'une expert comptable judiciaire, comment sa cupidité mutait en criminalité totale. Elle vit le compte Argyle s'ouvrir. Elle vit le premier dépôt d'un baron de l'énergie russe sanctionné. Elle vit l'art, l'immobilier, les diamants. Tous achetés pour blanchir l'argent du sang. Elle avait tout. Mais elle attendit. La vengeance, elle le savait, est un plat qui se mange froid. Mais elle la voulait congeler. Elle voulait qu'elle soit servie sur un plateau d'argent devant tous ceux qui l'avaient essayé d'impressionner. Le vol de la bague. Cela avait été l'erreur finale et magnifique. C'était la seule pièce à conviction qu'elle ne pouvait pas obtenir d'un disque dur. C'était le pont entre ses crimes numériques en col blanc et le monde réel et tangible. C'était son hubris, manifesté en 12 carats de diamants jaunes. Quand elle vit cette photo sur le blog, elle le sut. Ce soir était le soir. Elle avait passé 2 appels. Le premier au détective Michael Corrigan, un ancien collègue de séjour chez Deloitte qui était parti rejoindre la division des crimes en col blanc du FBI. Elle lui avait donné la clé USB 2 jours avant la fête. « Il blanchit, Michael », lui avait-elle dit. « Et j'ai les reçus, mais j'ai besoin que tu attendes. Il va donner une fête vendredi. Je veux que tu l'arrêtes là-bas. » Corrigan s'était montré réticent. « Eleanor, c'est un cirque médiatique. Cela pourrait compromettre l'affaire. » « Ça ne le fera pas, avait-elle dit. Et ce n'est pas une demande. C'est ma condition pour remettre les preuves. Il va être là. Ses investisseurs vont être là. Et sa maîtresse va être là. Il va m'humilier. Je vais lui rendre l'appareil. » Par triplé, son 2e appel avait été à la police locale de Grenade. C'était pour la bague. Elle avait orchestré toute la soirée. La dispute domestique n'était que l'apéritif, l'excuse légale pour que la police passe la porte. La descente du FBI pour crimes financiers était le plat principal. Tout s'était déroulé parfaitement. La voiture passa les grandes portes en fer du domaine. Sa maison. Ou ce qu'il en restait. Le lendemain matin, le monde était en feu. L'histoire faisait la une de toutes les chaînes d'information. The Wall Street Journal, The New York Times, même le Daily Mail. La gifle multimilliardaire de la garce, titrait un tabloïd. La vengeance de l'épouse, la comptable qui a brûlé la maison. Maîtresse, erreur et chute de milliers de millions d'euros. On avait refusé la caution à Richard Davenport. Le compte Argyle était plus grand que ce que même Corrigan avait soupçonné, avec des liens avec le terrorisme international. Il était, pour utiliser le terme légal, fini. Scarlett Vance avait été libérée après un interrogatoire de 6 heures.
Elle fut photographiée sortant du commissariat, traînant sa robe rouge froissée, le visage caché, un taxi l'éclaboussant de boue alors qu'il passait à toute vitesse. Elle faisait face à des accusations pour possession de biens volés, mais il était clair qu'elle était, comme Eleanor l'avait prédit, un pion. La presse et la loi en auraient bientôt fini avec elle. Ses 15 minutes de gloire étaient terminées. Eleanor était assise dans sa bibliothèque, la même pièce où elle avait vu la fête se dérouler. Son avocate, spécialisée en divorce, une femme requin nommée Diana Shaw, était assise en face d'elle. « Eh bien, » dit Diana, buvant son café, « tu as certainement rendu mon travail à la fois plus facile et plus difficile. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Eleanor. « Plus facile parce que l'adultère public flagrant et le vol criminel de propriété conjugale font du divorce une affaire gagnée d'avance. Plus difficile parce qu'il n'y a pas d'argent, Eleanor. » Diana se pencha en avant. Le parquet et le FBI ont tout gelé. Davenport Capital, ses comptes personnels, vos comptes jointes, cette maison, les voitures, le jet. Tout est le produit du crime. D'ici à ce que le gouvernement finisse de saisir les actifs pour payer les amendes et le fonds des victimes, il ne restera plus un centime. Tu te retrouveras sans rien. Eleanor regarda l'avocate, son expression impassible, indéchiffrable. « Rien, je suis désolé, » dit doucement Diana. « Tu as eu ta vengeance. C'était spectaculaire, mais ça t'a tout coûté. » Eleanor resta silencieuse un long moment. L'horloge de parquet fit tic-tac. Puis elle sourit, un sourire petit et authentique. « Diana, » dit-elle, « te souviens-tu quand je t'ai engagée pour la première fois, il y a 6 mois? Je t'ai dit que j'avais une situation d'actif complexe. »« Oui, » dit Diana, confuse. « J'ai besoin que tu nous réserves 2 billets pour Grande Canaria, première classe. » Eleanor se leva et marcha vers une étagère. Elle tira une copie de La richesse des nations. Un panneau caché s'ouvrit avec un clic, révélant un petit coffre-fort biométrique. Ce n'était pas celui que Richard avait forcé. Celui-ci, il n'avait jamais su qu'il existait. Elle pressa son pouce contre le scanner. Il bipa vert. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux. Pas d'obligation. Il y avait une seule et simple alliance en or brossé et un petit livre de compte crypté. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Diana en se levant. « Richard était un criminel brillant, » dit Eleanor. « Mais il avait un défaut fatal, son ego. Il a supposé que j'étais une victime. Il a supposé que j'étais la pauvre épouse recluse qu'il payait. » Elle leva le livre de compte. Il était si occupé à blanchir le compte Argyle chez Apex qu'il n'a jamais remarqué ma propre comptabilité. Durant les 18 derniers mois, pour chaque euro qu'il blanchissait, je détournais 10 centimes. Une commission de service, pourrait-on dire. La mâchoire de Diana tomba. « Eleanor, tu as volé l'argent blanchi? »« Je suis expert comptable judiciaire, » dit Eleanor. « J'ai trouvé sa porte dérobée et j'ai construit la mienne. Ce n'est pas à mon nom. Ce n'est pas au nom de Richard. C'est dans un trust aveugle incorporé aux îles Caïmans, avec une seule clé non traçable. Elle tint la simple alliance en or. C'était la bague de ma grand-mère, la vraie bague, pas le caillou ostentatoire que la famille de Richard affichait. Celle-ci a une petite inscription à l'intérieur, une chaîne de 12 chiffres, le numéro de compte. Diana était sans voix. « Mon Dieu, Eleanor! Combien? » Eleanor regarda le livre de compte, puis son avocate. Richard pensait qu'il avait un fonds d'1 milliard d'euros. Mais, après que ses partenaires ont pris leur part et que j'ai pris la mienne, il était surtout endetté. L'argent réel, liquide et propre. Elle sourit. C'est 142 millions d'euros. Et c'est tout à moi.
Elle n'avait pas seulement planifié sa vengeance, elle avait planifié sa retraite. Il n'a pas seulement donné à sa maîtresse une bague volée, dit Eleanor, glissant la simple bague en or à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Il a donné à sa femme une toute nouvelle vie. Elle avait perdu la maison. Elle avait perdu le nom. Elle avait perdu les tableaux, les voitures et le mensonge des 15 années de son mariage. Mais Eleanor Davenport, non, Eleanor Price, avait gagné. Elle n'avait pas seulement obtenu vengeance, elle avait obtenu l'argent. Elle avait obtenu la liberté. Et elle avait été, au final, le requin le plus intelligent de tout ce sanglant océan. 6 mois plus tard, les neiges de l'hiver brutal d'Europe avaient fondu, et un nouvel été chaud réchauffait la ville. Mais Eleanor n'était pas là pour le sentir. Le monde avait continué, comme il le fait toujours. Le procès de Richard Davenport avait été une sensation médiatique, un cirque de 3 semaines de preuves accablantes. Richard, faisant face à une série d'accusations, avait vieilli d'une décennie en 1 mois. Il fit face à la preuve irréfutable du grand livre fantôme d'Eleanor et s'effondra. Il accepta un plaidoyer de culpabilité. 45 ans à perpétuité. Le destin de Scarlett Vance fut une tragédie plus calme et pathétique. Après sa libération, elle tenta pathétiquement de poursuivre le patrimoine gelé de Richard. L'affaire fut rejetée. Puis, elle essaya de vendre son histoire, Ma vie avec le roi de Wall Street. Mais la presse et le public l'avaient peinte comme ce qu'elle était. Une sotte. Personne n'y toucha. La dernière fois qu'on l'a vue, elle vendait aux enchères la robe Versace rouge 100 sur eBay. Elle s'est vendue pour 350 €. Elle a été vue pour la dernière fois travaillant comme hôtesse dans un grille de milieu de gamme à Séville. Son nom, une blague toxique. Mais ici sur la Costa del Sol, la Méditerranée était d'une teinte de bleu impossible. Eleanor Price avait récupéré légalement et joyeusement. Son nom de jeune fille. Elle était assise à une table isolée dans un café construit sur les falaises de Ronda. Le parfum des citronniers et l'air salin flottaient dans la brise. Elle était méconnaissable. Le chignon sévère avait disparu, remplacé par un carré court et élégant que le soleil andalou avait éclairci. L'armure de ses costumes Armani fut remplacée par une simple robe en lin blanc. Le regard tourmenté et calculateur de ses yeux s'était évanoui, remplacé par un calme profond. Elle paraissait 10 ans plus jeune. Elle semblait, pour la première fois de sa vie d'adulte, vraiment libre. Elle buvait un verre de vin de Xérès et lisait, non pas un livre de comptabilité financière, mais un livre de poche usé de poésie espagnole. Sa paix fut interrompue par le craquement de pas sur le chemin de gravier. C'est très loin de Greenwich. Eleanor leva les yeux. Son corps se tendit pendant une microseconde avant qu'elle ne le reconnaisse. Il était hors de son costume de détective, vêtu d'une chemise en lin et d'un pantalon. Le détective Michael Corrigan. Un lent sourire toucha ses lèvres. Elle ne semblait pas surprise. Elle semblait attendre. « Michael, je me demandais quand tu apparaîtrais. »« Tu le savais? » Il montra la chaise vide. « Je peux? »« Je t'en prie. » Il s'assit, émerveillé par elle. La transformation était absolue. « L'affaire est close, » dit-il. « Je suis en vacances. Je passais simplement dans le quartier. »« Bien sûr que oui, » dit Eleanor. Son sourire s'élargit. « Le quartier, jusqu'ici depuis New York. » Il rit doucement, laissant de côté la prétention. « D'accord, non, ce n'est pas une coïncidence. Je devais voir par moi-même. Je devais demander. »« Demander quoi? » Il se pencha. «
Sa voix baissa. On a tout détruit, Ellie. Après que tu nous as livré Richard, on a passé 6 mois à détruire toute sa vie numérique, sa structure corporative, tout jusqu'aux fondations et aux mathématiques. Les mathématiques étaient fausses. Eleanor prit une gorgée délicate de sa boisson. Les mathématiques de tout sont fausses quand on a des données incomplètes. Exactement, dit-il, ses yeux perspicaces. Le comte Argyle, ses partenaires oligarques, ils criaient, pas seulement parce qu'on avait saisi le fonds, mais parce que le fonds c'était léger. On a fait les chiffres une 12aine de fois. Selon nos calculs, quelque part entre le blanchiment initial et la saisie finale, plus de 140 millions d'euros se sont simplement évaporés. Il la regarda fixement. Ce n'était pas chez Apex. Ce n'était dans aucune des sociétés écrans de Richard. Ce n'était pas à Zurich ou Panama ou au Caïman. On a envoyé des agents. On a exécuté tous les algorithmes que le bureau possède. C'est simplement parti. Ça s'est évanoui dans l'air. Eleanor posa son livre. Ça sonne, dit-elle, d'une voix légère, comme une terrible erreur comptable. Tragique, Reed Corrigan, un rire profond et authentique qui résonna sur les falaises. Tu tenais 3 ensembles de livres, n'est-ce pas? Un pour lui, le faux, un pour moi, le vrai, et un 3e, un pour Eleanor Price. Elle soutint son regard, son expression de parfaite et polie innocence. Détective, j'ai été une victime dans tout ça. Les tribunaux l'ont confirmé. Le gouvernement a saisi tous mes actifs. Je me suis retrouvé pratiquement sans rien. Je vis d'un héritage très modeste de mon grand-père. Il la regarda fixement, l'admiration dans ses yeux luttant contre ses instincts de policier. Un héritage modeste, répéta-t-il, savourant le mensonge. Bien sûr. Il soupira, se reculant dans sa chaise. Tu sais, pendant des mois je me suis demandé. Je n'ai jamais pu trouver le lien numérique. Comment l'as-tu déplacé? Comment l'as-tu sorti? Eleanor sourit simplement et leva son verre. Peu importe, dit-il finalement, se levant. Je ne suis pas ici pour affaires officielles. L'affaire est close. Richard Davenport est parti. En ce qui concerne le FBI, l'argent manquant a été volé par ses partenaires en colère avant que nous puissions l'atteindre. Un cas de voleur volant des voleurs. C'est ordonné. J'aime un grand livre ordonné, acquiesça Eleanor. Il secoua la tête, avec un sourire sur le visage. Je voulais juste voir. Eh bien, je voulais voir qui a vraiment gagné. Maintenant, je sais. Il tendit sa main. Ce fut un plaisir, mademoiselle Price. Vraiment. Elle lui serra la main. Le plaisir fut tout le mien, Michael. Profite de tes vacances. Il se retourna et s'éloigna, sans regarder en arrière. Eleanor le vit partir. Puis, elle tourna son regard vers le bleu brillant et infini de la Méditerranée. Elle était seule à nouveau, de la manière la plus profonde et merveilleuse. Un serveur s'approcha de sa table. « Madame Price, un autre Xérès? »« Non, merci, Giorgio. Juste le dossier. Oui, madame. » Il revint, non pas avec une boisson, mais avec un fin dossier en cuir. Eleanor l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient les plans architecturaux finaux et les documents de constitution de la Fondation Price, une organisation à but non lucratif, basée à Genève, dédiée à fournir une éducation financière et une assistance juridique aux femmes dans des relations coercitives ou abusives. Elle avait eu raison. Elle était expert comptable judiciaire. Elle avait trouvé la porte dérobée de Richard, construit la sienne, et pendant 18 mois, pour chaque euro d'argent du sang qu'il blanchissait, elle avait détourné une commission de service. Elle avait nettoyé l'argent sale avec une brillance que le FBI,
avec toutes ses ressources, ne pourrait jamais tracer. Elle avait perdu la maison. Elle avait perdu le nom. Elle avait perdu le mensonge des 15 années de son mariage. Mais elle avait gagné. Elle n'avait pas seulement obtenu vengeance. Elle n'avait pas seulement obtenu l'argent. Elle avait récupéré sa vie et un nouveau but pour l'accompagner. Elle le lut à son verre, la simple alliance en or brossé, la bague de sa grand-mère, celle qui avait le numéro de compte non traçable gravé à l'intérieur, capturant la lumière chaude et dorée du soleil italien. Ce n'était pas l'éclat criard d'un diamant volé, c'était l'éclat tranquille, constant et infiniment plus précieux de la liberté. Elle avait été le pire cauchemar de la maîtresse. Elle avait été la chute de son mari. Mais, à la fin, Eleanor Price fut sa propre sauveuse. Elle prit une gorgée, savoura la douceur du citron et le sel de la mer, et sourit. Question et d'interaction. Qui fut le véritable requin? Et c'est l'histoire de comment une simple bague affichée n'a pas seulement mis fin à une fête. Elle a mis fin à un empire. C'est un rappel brutal que la personne la plus silencieuse dans la pièce est souvent la plus dangereuse. Eleanor Davenport n'était pas seulement une épouse. Elle était une stratège, attendant son moment. Attendant le moment parfait pour faire échec et mat. Scarlett voulait de l'attention. Richard voulait du pouvoir. Mais Eleanor, elle voulait tout. Et elle l'a eu. Qu'en pensez-vous? Eleanor était-elle une héroïne, une victime, ou fut-elle la méchante la plus froide de tous? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Si vous aimez les histoires de vengeance épiques et les rebondissements choquants, assurez-vous de mettre un j'aime. Partagez cet article avec un ami qui aime le drame. Et le plus important, abonnez-vous à la chaîne et touchez la cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer les histoires qui viennent ensuite.